Dissé Rwanda, boisson douteuse, le danger qui traverse les frontières. Bienvenue sur SkyZ plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Une alerte sanitaire mérite aujourd'hui toute notre attention dans les villes congolaises proches du Rwanda, notamment Goma, Bukavu et Uvira. Le Rwanda a récemment lancé une vaste opération contre les boissons alcoolisées non conformes. La Rwanda FDA a annoncé la fermeture de plus de 100 sites de fabrication et le retrait du marché de nombreux produits. Les autorités rwandaises indiquent que plus de 500 personnes ont été prises en charge en 2026 pour des complications liées à des boissons illicites, avec environ 50 décès et plus de 100 cas de perte de vision. Ces chiffres sont suffisamment graves pour que la RDC ne traite pas cette affaire comme une simple question commerciale. Une frontière ne doit pas devenir une passoire sanitaire. L'inquiétude exprimée par cette mère doit être entendue, mais elle ne doit pas non plus conduire à accuser indistinctement toutes les boissons provenant du Rwanda d'être toxiques. Le véritable problème est celui de la traçabilité. Si des produits rappelés ou interdits au Rwanda sont effectivement introduits clandestinement en RDC, leur commercialisation constituerait un danger majeur pour les consommateurs congolais. Les autorités doivent donc identifier précisément les produits concernés, leurs fabricants, leurs circuits de distribution et leurs points d'entrée. Kinshasa doit agir avant qu'un drame ne survienne. Goma, Bukavu et Uvira sont des villes frontalières où les échanges commerciaux sont particulièrement importants. C'est précisément pourquoi les services congolais chargés de la santé publique, des douanes et du contrôle des marchandises doivent renforcer la surveillance. Il faut contrôler les stocks. Il faut prélever des échantillons. Il faut faire analyser les boissons dans des laboratoires compétents. Il faut retirer immédiatement du marché tout produit officiellement identifié comme dangereux. Et surtout, il faut publier les noms et références des produits concernés afin que les consommateurs puissent les reconnaître. Le méthanol, un danger qu'il ne faut pas banaliser. La situation rwandaise montre pourquoi cette vigilance est nécessaire. Les autorités ont lié une partie des intoxications à des boissons contaminées, notamment au méthanol, un alcool industriel extrêmement toxique lorsqu'il est ingéré. Les conséquences peuvent inclure des troubles graves de la vision, des atteintes neurologiques et le décès. Le danger n'est donc pas une simple question de mauvaise qualité. Une boisson alcoolisée falsifiée peut devenir un véritable poison. C'est pourquoi les consommateurs ne doivent pas acheter des produits dont l'origine, l'étiquetage ou la composition sont douteux. Mais attention aux rumeurs. Il faut également éviter de transformer une alerte sanitaire en campagne de désinformation. Dire que toutes les boissons fabriquées au Rwanda sont toxiques serait faux et dangereux. La fermeture de certaines usines et le rappel de certains produits ne signifie pas que l'ensemble de la production rwandaise est contaminée. La priorité doit être la preuve scientifique. Produits identifiés, échantillons analysés, résultats confirmés, retrait du marché. Voilà la démarche responsable. Les autorités congolaises ont une responsabilité. Cette situation constitue aussi un test pour les institutions congolaises. La protection du consommateur ne doit pas commencer après l'apparition de dizaines de victimes. Les autorités doivent être capables d'anticiper les risques, particulièrement dans les zones frontalières. Les services sanitaires doivent travailler avec les douanes, la police, les autorités provinciales et les commerçants afin d'empêcher l'entrée de produits officiellement rappelés ou interdits. Les consommateurs doivent également pouvoir disposer d'un mécanisme simple pour signaler une boisson suspecte. Le commerce ne doit jamais passer avant la vie humaine. Une bouteille vendue à bas prix peut sembler être une opportunité commerciale. Mais si son contenu est dangereux, son prix réel peut être payé avec la santé ou la vie d'une personne. C'est pourquoi les commerçants ont eu aussi une responsabilité. On ne vend pas à une famille ce que l'on refuserait de donner à ses propres enfants. La recherche du profit ne peut jamais justifier la mise en circulation d'un produit dangereux. Conclusion. Vigilance maximale à Goma, Bukavu et Uvira.
L'alerte venue du Rwanda doit être considérée avec sérieux, mais avec méthode. Il ne s'agit pas de créer la panique, ni de stigmatiser indistinctement les produits d'un pays voisin. Il s'agit de protéger les consommateurs congolais. Les produits rappelés ou interdits doivent être identifiés, contrôlés et retirés du marché s'ils franchissent la frontière. Goma, Bukavu et Uvira ne doivent pas devenir les débouchés de produits que leur pays d'origine cherche précisément à retirer de la circulation. Cette affaire rappelle une vérité simple. La sécurité sanitaire ne s'arrête pas à la frontière. Et lorsqu'une autorité sanitaire signale des produits potentiellement dangereux, le meilleur réflexe n'est ni la rumeur, ni la panique. C'est le contrôle, l'analyse scientifique et la vigilance. RDC, une nouvelle équipe militaire pour passer à l'offensive. Des informations faisant état de prochains changements à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, circulent avec insistance. Selon ces informations, un ancien chef d'état-major de l'époque de Memzey Laurent-Désiré Kabila pourrait reprendre la direction de l'état-major général, tandis que le général Johnny pourrait rejoindre la maison militaire du chef de l'État. D'autres changements sont également évoqués. Le général Eddie Kapend pourrait prendre la tête d'une zone de défense, tandis que le général Gazita Olivier pourrait occuper le poste de numéro 2 de la deuxième zone de défense, avec une responsabilité particulière dans les opérations. Ces informations restent à confirmer officiellement. Mais si elles se concrétisent, elles pourraient traduire une volonté politique claire. Modifier le commandement militaire pour donner davantage de poids à l'option offensive. Pourquoi maintenant ? Depuis plusieurs années, la RDC fait face à une guerre prolongée dans l'est du pays. Les FARDC, appuyés dans certains secteurs par les Wazalendo, affrontent l'AFC M23, tandis que Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de soutenir cette rébellion. Dans ce contexte, le gouvernement est soumis à une pression considérable. La population veut des résultats. Les militaires veulent des moyens et une stratégie cohérente. Et le pouvoir politique doit démontrer qu'il est capable de défendre efficacement l'intégrité territoriale du pays. Une réorganisation du commandement pourrait donc être interprétée comme une tentative de rompre avec une logique essentiellement défensive. Le retour des anciens profils militaires. L'hypothèse du retour aux responsabilités d'un ancien chef d'état-major de l'époque de Mzee Kabila serait particulièrement symbolique. Elle pourrait traduire la volonté de rechercher des profils disposant d'une expérience importante du commandement, de la guerre et de la restructuration militaire. Mais l'expérience ne suffit pas. La nouvelle équipe devra démontrer sa capacité à répondre aux réalités d'une guerre moderne. Renseignement, drones, artillerie, logistique, coordination interarmée, renseignement humain et contrôle territorial. L'offensive ne se décrète pas, elle se prépare. Eddie Kapend. Un signal politique fort. L'éventuelle nomination du général Eddie Kapend à la tête d'une zone de défense serait également scrutée avec attention. Dans un contexte où Kinshasa cherche à reprendre l'initiative militaire, le choix des commandants devient forcément politique autant que militaire. Un commandant chargé d'une zone stratégique doit disposer de l'autorité, des moyens et de la liberté opérationnelle nécessaires pour appliquer la stratégie nationale. Mais surtout, il devra être évalué sur les résultats. Une armée ne gagne pas une guerre uniquement avec des changements de généraux. Elle la gagne avec une doctrine, une organisation et des moyens. La mission annoncée, l'offensive. Si la nouvelle équipe a effectivement pour mission de privilégier l'offensive, cela pourrait constituer un changement majeur de doctrine. Pendant longtemps, les FARDC ont souvent été accusés de subir les initiatives adverses et de réagir aux offensives plutôt que de les anticiper. Une stratégie offensive signifierait au contraire chercher à reprendre l'initiative, choisir les terrains d'affrontement et empêcher l'adversaire de consolider ses positions. Mais cette stratégie comporte des risques. Une offensive mal préparée peut coûter très cher en vies humaines et entraîner de nouveaux déplacements de civils. L'offensive doit donc être préparée par le renseignement, soutenue par la logistique et accompagnée d'une stratégie politique. Le vrai changement doit être institutionnel. Il serait dangereux de croire qu'un simple remplacement de quelques officiers suffira à transformer les FARDC. La réforme doit toucher l'ensemble de la chaîne militaire.
Il faut notamment renforcer le renseignement militaire, la logistique, la formation des troupes, la coordination entre les différentes unités, les capacités aériennes et de surveillance, la discipline militaire, la chaîne de commandement et la protection des populations civiles. La RDC possède des soldats capables de se battre, mais ces soldats doivent être placés dans une organisation militaire efficace et cohérente. Une offensive doit avoir un objectif politique. C'est probablement le point le plus important. Une opération militaire ne peut pas avoir comme seul objectif de reprendre une localité. Il faut savoir ce qui vient après. Reprendre, sécuriser, administrer, reconstruire, permettre le retour des populations. Sinon, les territoires peuvent redevenir des champs de bataille quelques semaines ou quelques mois plus tard. La victoire militaire doit donc être pensée comme le premier élément d'une stratégie beaucoup plus large de restauration de l'autorité de l'État. La population attend des résultats, pas seulement des annonces. Les Congolais ont entendu de nombreuses annonces militaires au cours des dernières années. Aujourd'hui, ils veulent voir des résultats concrets. Ils veulent pouvoir circuler, ils veulent retourner dans leur village, ils veulent que les routes soient sécurisées. Ils veulent que les écoles et les marchés fonctionnent. Ils veulent surtout que l'armée nationale soit suffisamment forte pour empêcher qu'un groupe armé ou une puissance étrangère impose sa volonté sur le territoire congolais. C'est pourquoi une éventuelle nouvelle équipe militaire aura une responsabilité immense. Conclusion. Le moment des résultats. Si ces changements se confirment, ils devront être jugés non pas sur les noms des officiers nommés, mais sur les résultats obtenus sur le terrain. La RDC a besoin d'une armée capable de défendre son territoire, de protéger sa population et de reprendre durablement les zones occupées par les groupes armés. Mais elle doit également éviter les erreurs du passé. Improvisation, rivalité interne, manque de coordination et absence de continuité stratégique. Si la nouvelle équipe reçoit réellement pour mission de passer à l'offensive, alors le peuple congolais est en droit d'attendre une stratégie claire, des moyens adaptés et surtout des résultats. Car cette fois, le changement ne doit pas être seulement un changement de généraux. Il doit être un changement de méthode. Et si Kinshasa veut véritablement reprendre l'initiative dans l'Est, le mot « offensive » devra cesser d'être un slogan pour devenir une doctrine militaire maîtrisée, disciplinée et orientée vers une victoire durable et la protection des civils.